En ce début de Seconde Guerre mondiale, à l'été 1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire. C'est fini. Les Allemands descendent. La France est vaincue. C'est un désastre complet. Au bord du gouffre, le maréchal Pétain demande l'armistice. L'ampleur de la défaite est telle que l'armistice s'imposait. Ils sont prêts à tout admettre, y compris l'inacceptable. Hitler met en scène la cérémonie de Rotonde. C'est vraiment son apothéose. C'est lui qui fait le spectacle. Le Führer fait secrètement enregistrer toutes les négociations. Am 3. September 1939, au nom du Führer, la France est vaincue. Une copie unique, gravée sur disque, sera remise au maréchal Pétain. La magnifique revanche de 1918. Il fallait en perpétuer le souvenir. Mais la copie disparaîtra dans le chaos de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pétain décide de mettre en sécurité un certain nombre d'archives. Le plus surprenant, c'est qu'on ait mis si longtemps à savoir que ces précieux documents existaient. La découverte récente de cette copie des enregistrements nous permet aujourd'hui de raconter de l'intérieur, et pour la première fois, le drame qui s'est noué à Rotonde, puis à Vichy. Je tiens à vous dire qu'il y a certaines conditions que nous n'accepterons pas, quoi qu'il arrive. Vous vous rendez bien compte qu'entre-temps, les hostilités continuent dans le rythme que vous connaissez. La France, la grande puissance militaire continentale européenne, s'effondre en quelques semaines. Dans la République à bout de souffle, le dernier gouvernement de la Troisième République dirigé par le maréchal Pétain demande le 17 juin 1940, en urgence, les conditions d'un armistice. Il n'y a plus qu'à reconnaître la supériorité allemande. L'ampleur de la défaite a été telle que l'armistice est vécu comme une façon de stopper l'hémorragie et de sauver les meubles, en quelque sorte. À Bordeaux, le gouvernement est sans nouvelles des 5 membres de sa délégation partis pour Paris le 20 juin en vue de négocier l'armistice. Le chef de la délégation, le général Charles Untiger, le diplomate Léon Noël, le vice-amiral Leluc et les généraux Bergeret et Parisot ont en fait été pris en charge à Tours par les autorités allemandes. On envoie ces hommes franchir la Loire et puis arriver à Paris, à l'hôtel Monceau. On les fait dormir un petit peu, pas longtemps, quelques heures. Ils sont fatigués quand même, ils doivent être très fatigués. Ils vont avoir droit à passer 1 heure pour les Parisiens qui ont un appartement chez eux, de manière à pouvoir embrasser leur famille si elle est toujours là. Le matin du 21 juin, après ce repos, le général Untiger, le chef de la délégation française, reçoit l'interdiction totale d'entrer en contact avec le gouvernement de Bordeaux. Ses membres pensent alors que la rencontre ne saurait tarder à s'ouvrir à Paris. La délégation française pensait négocier à Paris. Les Allemands sont installés à Paris depuis le 14 juin, il y a Abetz, il y a son ambassade, tout ça est connu. La délégation française apprend en fait, dans la matinée, que la rencontre aura lieu dans la clairière de Rotonde, à l'endroit exact où a été signé l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Ils sont sidérés. D'ailleurs, ils n'auraient pas dû l'être, parce qu'ils auraient dû réfléchir, ils auraient dû lire Mein Kampf, ils auraient dû apprécier le côté artiste de Hitler et être certains qu'ils allaient à Rotonde, mais ça ne les a pas effleurés. Située dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise, la clairière de l'Armistice, aussi appelée clairière de Rotonde, est le lieu où se trouve le wagon dans lequel a été signé l'armistice du 11 novembre 1918, entre la France, ses alliés et l'Allemagne. L'endroit avait été choisi par le maréchal Foch, qui recherchait une solitude du lieu qui devait assurer le calme, le silence, l'isolement, le respect de l'adversaire vaincu pendant le temps des négociations. L'armistice a pourtant anéanti l'Allemagne et Hitler. Novembre 1918 est resté pour lui comme une sorte de macule. Et donc la nécessité de venger. Rotonde, 1918, c'est un triomphe juif.
Et Rotonde 1940, c'est le vainqueur allemand et arien qui surgit en majesté pour effacer les traces de la honte de 1918. En fait, depuis quelques jours, Hitler prépare avec beaucoup de soin et dans le plus grand secret une célébration digne de cette revanche historique de l'Allemagne sur la France. Il a combattu en France, il a été décoré de la Croix de fer de première classe dans le nord de la France, il y a été gazé. Et pour lui, ça avait une importance toute particulière. D'ailleurs, quand il entend les cloches qui annoncent la capitulation, l'armistice allemand, il en ressent une honte absolument terrible. Et c'est ce qui a fait que pour lui, c'est une victoire considérable. La cérémonie de Rotonde est certainement Hitler pour architecte. On traite souvent Hitler d'artiste raté, mais sa politique est une œuvre d'art très réussie. Il a visiblement, dans la manière de concevoir sa politique, l'ambition de faire du wagnérisme en acte, en quelque sorte prolonger l'œuvre de Richard Wagner sur le terrain de la politique et de l'histoire. Le 20 juin 1940, la veille de l'arrivée des négociateurs français, le groupe de génie civil et militaire du Troisième Reich, l'organisation Todt, arrive à Rotonde. Elle est chargée d'organiser la grande mise en scène d'Hitler. Les soldats commencent par remettre la voie ferrée en état. Puis, ils détruisent à la masse un mur du musée de l'Armistice pour faire sortir le wagon. Enfin, ils amènent ce wagon de l'Armistice à son emplacement exact de novembre 1918, à une centaine de mètres du bâtiment qui l'abrite. Il y a un monument qui représente l'aigle impérial allemand en train de se faire battre par les Alliés. Monument où était inscrit, depuis 1918, ici, l'orgueil criminel allemand était vaincu. Donc ça, les autorités allemandes se disent que Hitler ne va pas être forcément très content de le voir, donc on va mettre un grand drapeau. Pendant ce temps, ce même 20 juin, à la frontière franco-belge, au quartier général d'Hitler de Brûlis-de-Pêche, l'effervescence est à son comble. Tandis que du côté français, on a extrêmement de mal à pouvoir trouver une convention d'armistice, du côté allemand, on s'affaire plutôt pour l'écrire. Et on va faire venir de Berlin l'interprète d'Adolf Hitler, Paul Schmitt. Paul Schmitt arrive en avion au quartier général d'Hitler. Et c'est lui qui, dans la nuit, traduit le projet de convention. Schmitt fait partie des personnes, des petites mains, on va dire, des petits noms de l'histoire, qui a joué un rôle relativement important dans cette terrible affaire. C'est dans la petite église du village que tout l'état-major diplomatique allemand s'affaire à l'écriture des conventions de l'armistice. Toute la nuit, les équipes dont fait partie Paul Otto Schmitt travaillent à la lumière des bougies. Le seul bruit, en définitive, que Schmitt va entendre en arrivant dans cette église, c'est le crépitement des machines à écrire. Il va passer sa nuit, avec les secrétaires qui sont autour de lui, à traduire au plus juste de l'allemand vers le français cette convention d'armistice, parce que ce sont les exemplaires qui vont être mis au plénipotentiaire le lendemain. Et Schmitt explique que plusieurs fois dans la nuit, d'ailleurs, Keitel et Hitler sont venus pour s'intéresser un peu à ce qui se passait. Une fois le travail fini, il faut rejoindre au plus vite Rotonde, à plus de 160 km de là. Les routes sont encore encombrées de millions de déplacés et de soldats. Paul Schmitt, qui, une fois que les conventions d'armistice auront été tapées, va immédiatement rentrer dans la voiture de Ribbentrop et rouler à tombeau ouvert vers Compiègne, puisqu'ils ont peur d'être en retard, et que Ribbentrop lui-même ne cesse de répéter à son chauffeur il est impossible que l'interprète de l'armistice puisse être en retard. Pour parfaire le décor et créer un événement de portée internationale, il faut le faire connaître. C'est Joseph Goebbels, avec ses services de la propagande du Reich, qui l'organise. Ils repèrent les lieux. Ils font ensuite venir un maximum de correspondants de la presse internationale. À ma connaissance, il n'y avait pas de presse étrangère à Rotonde en 1918.
C'est une cérémonie civile et militaire, entre militaires qui reconnaissaient la fin des hostilités. Mais il n'y avait pas cette mise en scène extrêmement humiliante. Et les Allemands ont amené des camions entiers de journalistes. Beaucoup d'Américains, puis des gens des pays neutres, des Suisses, des Italiens, des Espagnols, etc. La presse mondiale est là pour assister à la défaite de la France et à son humiliation. Il reste un dernier détail à régler. La presse est invitée et les caméras du service des armées sont prêtes. En 1940, les caméras ne sont pas équipées d'enregistreurs de son. Le son est enregistré à part. Pour cette cérémonie historique, Hitler demande à son entourage de faire sonoriser secrètement le wagon de rotonde dans lequel doit avoir lieu la signature de l'armistice. Des micros sont cachés autour de la table. Pour cet enregistrement, les Allemands décident d'utiliser les bandes magnétiques en plastique et l'enregistreur mis au point récemment par la société BASF. Les techniciens de l'armée sont installés dans leur PC technique, cachés dans les bois autour de la clairière. Au fond, les Allemands ont vécu ce moment comme absolument essentiel, la magnifique revanche de 1918 et du diktat de Versailles. Et puisqu'il y avait cette revanche, il fallait en perpétuer le souvenir par tous les moyens modernes. Pour les Allemands, le fait d'enregistrer les archives, ça représente déjà une avancée technologique, puisque ça n'a jamais encore été fait. Ça représente le fait de figer une bonne fois pour toutes dans le disque les conversations qui ont été faites. Et surtout, peut-être que pour l'avenir, le Dr Goebbels étant un maître de la propagande, pour l'avenir, c'était peut-être l'opportunité un jour de pouvoir s'en servir dans le cadre d'un film. Cette victoire sur la puissance française et la cérémonie à venir, Hitler les savoure avec d'autant plus de joie qu'il pense à l'époque que ses jours sont comptés. C'est l'apothéose du régime d'Hitler, c'est vraiment son apothéose. Et Hitler, il faut le savoir, à partir de 1938, a considéré qu'il était malade. Il pensait qu'il était très malade. Et il pensait qu'il allait mourir bientôt. C'est peut-être une des raisons qui a fait qu'il a accéléré cet armistice. C'est parce qu'il répétait à son entourage qu'il voulait accomplir son œuvre, entre guillemets, avant de mourir. À midi, le 21 juin 1940, alors que les Français doivent arriver un peu plus tard, Hitler pénètre pour la première fois dans la clairière de l'armistice. Il ne dissimule pas son bonheur. Hitler a fait son entrée dans une grosse Mercedes. Là. Le fanion du Führer est haussé au mât. À 15h30 ce même jour, les négociateurs français arrivent enfin à destination. Le long de l'allée qui conduit à la clairière, la compagnie Groß Deutschland, la garde personnelle d'Hitler, leur présente les armes en fanfare. C'est à leur arrivée qu'ils découvrent avec effroi cette clairière de l'armistice de Rotonde. Le chef de la délégation, le général Charles Untiger, le diplomate Léon Noël, le vice-amiral Leluc et le général Jean Bergeret comprennent qu'ils sont le clou du spectacle. On va demander à la compagnie d'honneur de venir rendre les honneurs. Et effectivement, pour les Français, c'est très prenant, c'est très stressant de voir tous ces soldats qui sont en rang, superbes, avec la musique. Et c'est une des raisons qui fait que quand Unzinger arrive devant le wagon de rotonde, il va avoir beaucoup de mal à y pénétrer. Il y a un spectacle extrêmement humiliant. Et tout ça se passe sous les yeux de la presse étrangère, et notamment de la presse américaine. Il y a le grand correspondant américain William Shirer. Et donc, les États-Unis, qui sont neutres, assistent à l'humiliation en direct du gouvernement français. Et ça, c'est extrêmement difficile. La cérémonie humiliante est réglée comme du papier à musique. La délégation ne connaît pas encore les clauses de l'armistice rédigées par les Allemands. À l'arrivée des plénipotentiaires, quand ils rentrent dans le wagon, les autorités allemandes qui sont à l'intérieur vont se lever. Hitler va saluer d'ailleurs avec le salut hitlérien. Les 4 Français vont s'installer autour de la table des négociations. C'est à partir de 15h30, ce 21 juin, que les Allemands lancent l'enregistrement de toutes les conversations à l'intérieur du wagon, à l'insu des Français.
C'est la première fois depuis le début de la Seconde Guerre mondiale que ces enregistrements historiques sont diffusés. À part Hitler, son état-major, les techniciens allemands, le maréchal Pétain et quelques membres de son gouvernement, personne n'en a jamais eu connaissance. Les comptes rendus écrits existent, mais ils ne sont pas complets. Ces enregistrements historiques inédits, c'est un collectionneur français qui en a fait l'acquisition. Sont alors présents dans le wagon Adolf Hitler, Hermann Göring, Ribbentrop, Rudolf Hess et les généraux allemands Kettel et Jodl. Côté français, il y a tous les membres de la délégation dirigée par le général Untiger. Le général Kettel commence à lire une déclaration écrite par Hitler. Au nom du Führer, j'ai à vous faire la déclaration suivante. C'est le 11 novembre 1918, dans ce même wagon, que commença ainsi le calvaire du peuple allemand. Tout ce qui peut être imposé à un peuple en déshonneur, en abaissement moral, en souffrance humaine et matérielle, prit son origine ici. La France est vaincue. Le gouvernement français a prié le gouvernement du Reich de lui faire connaître les conditions allemandes pour la conclusion d'un armistice. Hitler, en plus, est assis dans le fauteuil même où était le maréchal français en 1918. Il est en face de lui, ce pauvre Untiger. Et Hitler ne dit rien, mais évidemment, il jubile. Comme en 1918, c'est à l'intérieur du wagon que la convention d'armistice rédigée et traduite la nuit précédente leur est remise en présence d'Hitler. On va leur remettre, à ce moment-là, les exemplaires des conventions d'armistice. C'est le moment où Hitler va décider de, lui, quitter la Réunion. Donc il va se lever, suité d'Hermann Göring, de Rudolf Hess et de Ribbentrop. Hitler salue brièvement Untiger. Les magnétophones continuent à enregistrer le son d'Hitler quittant le wagon. Il ne dit toujours rien. À sa descente du wagon, on entend la fanfare jouer l'hymne allemand pour le Führer. En quittant le wagon, Hitler va encore une fois aller passer en revue la compagnie d'honneur de la division Großdeutschland. Et là, l'hymne allemand va exploser. Et c'est la raison pour laquelle les plénipotentiaires qui sont dans le wagon ne vont pas s'asseoir, car en fait, leurs homologues allemands qui sont en face sont debout, puisque c'est leur hymne. Hitler demeure à Rotonde et le général Kettel, avec à ses côtés le général Jodl et l'interprète Paul Otto Schmidt, présente au général Untiger la convention d'armistice. Kettel est le chef de l'état-major des armées allemandes et Jodl est son second. Ils ont été choisis par Hitler pour mener à bien et conclure cet armistice. Il choisit Keitel parce que c'est un homme de bureau, c'est un bureaucrate, c'est un soldat bureaucrate, dont il n'aura rien à craindre. Afin de pouvoir écouter des extraits de ces conversations historiques, nous avons reconstitué l'intérieur du wagon de Rotonde avec des comédiens en uniforme et costumes d'époque. À 17h, ce 21 juin 1940, Français et Allemands sont à la table des négociations. À 17h30, les Allemands pensent en finir très vite. Ils veulent connaître l'étendue des pouvoirs de la délégation française. Kettel se renseigne via son interprète. Le gouvernement allemand et le commandant en chef des armées allemandes ont considéré la délégation française comme une délégation de plénipotentiaires. Nous avons estimé que vous devez avoir les pleins pouvoirs nécessaires pour négocier et pour signer. Le général comprendra que dans des questions aussi graves, qui engagent le sort tout entier de la France, je ne puis pas mettre moi-même une signature sur les choses essentielles sans en référer au gouvernement. Je demande par conséquent s'il me sera possible d'en référer au gouvernement français. Keitel s'étonne du fait que les Français demandent à pouvoir discuter avec leur gouvernement. Il s'en étonne terriblement, car il est absolument persuadé que les Français ont eu un ordre formel de signer l'armistice, en tous les cas d'en discuter certains points, mais de le signer, et il s'étonne qu'ils doivent demander l'accord du gouvernement. Les Français prennent connaissance du texte.
Avant son départ, le général Untiger avait été reçu par Pétain en présence du commandant en chef des armées, le général Weygand. Pétain lui avait ordonné de rompre la négociation si l'Allemagne exigeait la remise totale ou partielle de la flotte, l'occupation de la métropole et de l'Empire. À ces 3 points s'ajoute l'interdiction de livrer l'aviation. C'est un aspect de soulagement, parce qu'il s'attendait à bien pire. Les 3 conditions qui étaient les conditions sur lesquelles le gouvernement français ne voulait pas revenir, à savoir sauvegarder la flotte, sauvegarder l'Empire et éviter une occupation totale du territoire, eh bien Hitler les accepte. Alors que certains dans son camp, certains de ses alliés, le poussaient à mettre la France à genoux. Après lecture, les points sur lesquels Pétain a insisté semblent respectés. Est-ce un geste envers la France de la part d'Hitler ou le fruit d'un savant calcul politique? Mais là aussi, cette indulgence, entre guillemets, d'Hitler s'explique par le contexte même de l'armistice. Hitler pense déjà au coup suivant. Est-ce qu'on va aller vers un accord avec les Britanniques ou bien la guerre va-t-elle se poursuivre? Il y a ces 2 options, on ne sait pas encore. Donc Hitler veut en terminer le plus vite possible, d'abord parce qu'en fait, il veut se retourner vers l'Angleterre. Il veut ensuite montrer aux Anglais que les propositions qu'il a, l'armistice français est à son esprit un armistice assez généreux, et donc obtenir non pas un armistice, mais un traité de paix avec les Anglais relativement rapide et se retourner vers l'Est. Grâce à cet armistice clément en apparence, le Führer a en fait mis en place un stratagème diabolique qui prévoit 2 cas de figure. Le premier est celui d'une paix allemande avec la Grande-Bretagne. Si l'Angleterre fait ses comptes et signe la paix, il y a un certain nombre de clauses dans l'armistice qui sont faites pour l'y inciter. Des clauses qui disent au retour de la paix, il se passera telle et telle chose qui intéresse prodigieusement l'Angleterre. En particulier, l'évacuation de la côte atlantique par l'armée allemande. C'est en toutes lettres. Et puis, il y a l'article 8 sur la flotte française, donc, qui dit que l'Allemagne n'a aucune visée sur cette flotte au jour de la paix. C'est évidemment un signal énorme vers Londres, comme vers Washington d'ailleurs, pour que ces 2 puissances pèsent au maximum en faveur du rétablissement de la paix générale. Le second cas de figure est fait pour régler le cas de la France dans le cadre d'une guerre contre Churchill. À ce moment-là, pourrait être intéressant de faire basculer la France dans le camp de l'Allemagne et dans le camp anti-britannique. Par conséquent, en dosant les clauses, en n'allant pas jusqu'au bout de la brutalité, on pourra amener les Français à entrer dans ce jeu. Donc, c'est le calcul qui est fait. Mais il reste des points qui inquiètent la délégation française. Les vainqueurs exigent la remise des avions français à l'armée allemande. Ils demandent aussi que la flotte militaire soit rapatriée en métropole. Enfin, l'article 19 de la Convention exige que le gouvernement français soit tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France. Dans l'impossibilité de signer l'armistice sans l'aval du gouvernement de Bordeaux, le général Untiger demande à entrer en communication avec son ministre de tutelle. Ce qui serait utile pour moi, c'est de pouvoir me mettre en liaison téléphonique le plus vite possible avec mon gouvernement. Dass der Krieg innerhalb dieser Zeit, in dem ja bereits zur Genüge bekam. Vous vous rendez bien compte qu'entre-temps, les hostilités continuent dans le rythme que vous connaissez. Je sais. Il y a des conditions que nous pouvons accepter et discuter tout de suite, si vous voulez qu'on peut discuter. Mais il y en a d'autres qui sont implacables. Vous savez, c'est l'amour des Français pour leur pays. Le général Jodl, il dit que la discussion sur des problèmes d'ordre juridique ne nous avance nullement dans la situation actuelle, où il s'agit de la question de savoir si la France veut continuer la guerre
ou si elle veut cesser les hostilités. Après quelques minutes de pause, la négociation reprend à 18h30. Les officiers allemands se font de plus en plus menaçants. Il ne faudrait pas que la délégation française laisse subsister des doutes. Les opérations militaires se poursuivent et les hostilités ne cesseront pas. Et deuxièmement, le colonel général rappelle que les principes mêmes de la Convention ne peuvent pas être modifiés. Dois-je comprendre que, étant le mot une espèce de ultimatum, n'est-ce pas, il faut que nous terminions rapidement et il faut aussi que les principes mêmes de l'accord soient maintenus, nés d'architecture, tels qu'ils se trouvent énoncés dans le document que vous avez sous les yeux. On leur propose d'avoir une ligne téléphonique entre Bordeaux et Compiègne. Et à la grande stupéfaction allemande, il n'y a que des liaisons radio. Donc on a installé aux Français une tente, une très belle tente d'ailleurs, pas très loin du wagon. Et surtout, le service de transmission allemand tente de placer une ligne en pleine forêt de Compiègne pour réussir à obtenir la communication avec Bordeaux. Allô. Pouvez-vous demander le général Végan? Oui, je ne coupe pas. Ça, il faut garder la communication. Les Allemands écoutent toujours toutes les conversations, y compris téléphoniques. De celles-ci, ils n'ont conservé que le début. Allô? Oui? Voilà, le général qui arrive, mon général. Oui, merci. Oui. À 20h15, le téléphone sonne dans le bureau de Végan. Au bout du fil, une tigère. Allô. Qui est à l'appareil? Le général Végan. Ah, le général Végan. Oui, mon général, c'est tigère. Hunzinger est finalement mis en relation avec Bordeaux, il est mis en relation directement avec le général Végan, qui, rappelons-le, est celui qui a accompagné le maréchal Foch en 1918 dans ce même wagon. Donc ça a une importance très forte, ça a une résonance énorme pour lui. Et Hunzinger dit à Végan, je suis dans une tente à côté du wagon que vous connaissez. Et Végan a ce mot, mon pauvre ami. Mon général, oui, enfin, vous me comprenez, vous? Oui, je vous comprends. Alors... Le chef de la délégation dicte à son ministre les conditions de l'armistice. Des conditions dures, mais non déshonorantes, concluent immédiatement une tigère et Végan. Les Français à Bordeaux vont les taper, en fait, et vont les transmettre page après page à Pétain, qui tente désespérément de trouver autour de lui un noyau de ministres avec qui discuter des conventions d'armistice. À Bordeaux, c'est la journée la plus longue du drame de 1940. Elle débute le 22 juin par le Conseil des ministres autour de Lebrun et Pétain pour discuter des conditions de l'armistice. Quelques ministres qu'a pu réunir Pétain y assistent. Il y a notamment Végan, Chautemps et Darlan. L'amiral Darlan refuse de signer l'armistice, après avoir pris connaissance des conditions allemandes sur la flotte française, qui exigent qu'elle soit rapatriée dans les ports de l'Atlantique sous contrôle allemand. Les Anglais vont les bombarder, ça serait normal, ça serait leur jeu. On comprendrait qu'ils ne laissent pas ces unités aller jusqu'à Brest, même si Hitler jure craché qu'il n'a aucune visée sur elles. C'est pas sérieux. En temps de guerre, on ne laisse pas faire des choses pareilles en comptant sur la parole d'honneur de l'ennemi. Un autre article pose problème lors de ce Conseil des ministres. Il s'agit de l'article 19 de la Convention d'armistice, qui marque la page la plus déshonorante du côté français. Le gouvernement français doit remettre aux Allemands tous les ressortissants étrangers qui ont trouvé refuge en France, notamment bien sûr les antinazis autrichiens ou allemands qui se sont réfugiés en France à la fin des années 30. Tous les ressortissants qui pourraient être fauteurs de guerre, qui dans leur esprit sont des fauteurs de guerre. Incitateur à la guerre égale juif. Nous avons été une terre d'accueil pour les réfugiés antinazis, c'est ce qu'on appelle un article parfaitement déshonorant. Là, on a Hitler dans ses œuvres qui consiste à mettre le doigt aux gens dans les engrenages, honteux, en leur laissant croire au début que c'est peu de choses. Ça porte un nom, ça, c'est diabolique. Au petit matin du 22 juin, et après une nuit de débat, un comité restreint rédige une liste de contre-propositions.
Comme préalable, la non-occupation de Bordeaux. Et Pétain envoie un message personnel à Hitler. Sur l'article 2, que Paris et les départements qui l'entourent ne soient pas occupés. Sur l'article 19, que l'on ne livre pas aux Allemands leurs ressortissants réfugiés en France. Une telle livraison serait contraire à l'honneur. Sur l'article 5, que les avions français ne soient pas livrés. Sur l'article 22, que l'armistice devrait entrer en vigueur avant la conclusion de l'armistice italien. Et enfin sur l'article 8, que les navires de guerre français soient envoyés non dans leur port d'attache de l'Atlantique du temps de paix, mais restent en Afrique du Nord. Une mesure à laquelle tient l'amiral Darlan. Le Conseil des ministres se réunit à Bordeaux. Et là, on voit que Darlan est déjà en train de céder. La nuit a porté mauvais conseil. Il faut dire que dans le Conseil des ministres de la nuit, le général Weygand, lui, était tombé sur le poil. Il disait, tu vas pas faire échouer l'armistice avec tes petits bateaux, là. Hein. Et Weygand, lui, était totalement résigné. À 9h, Weygand téléphone à Untigère les contre-propositions. Oui, merci. À Rotonde, la séance reprend à 10h. Les délégués français n'ayant plus en face d'eux que Kettel et son traducteur, Paul Otto Schmidt. L'ambiance est tendue. C'est la négociation de la dernière chance. Elle débute par une déclaration d'Untigère. Le maréchal Pétain a adressé hier un appel personnel très pressant au chancelier du Reich en lui demandant que l'avance allemande sur Bordeaux soit arrêtée, afin de permettre au gouvernement de poursuivre sa délibération en toute liberté. Il n'a reçu aucune réponse. Il me charge de demander si on peut lui donner cette réponse. Pétain demande que le gouvernement de Bordeaux soit en quelque sorte sanctuarisé, que les troupes allemandes n'aillent pas jusqu'à Bordeaux. La réponse des Allemands est sans appel. Ils font monter la pression. Le colonel général a fait remarquer qu'il est en mesure de donner au nom du Führer une réponse au moment où nous aurons reçu la réponse affirmative de la délégation française à notre accord. Hitler fait répondre qu'il n'en est pas question. Tant que l'armistice ne sera pas entièrement négocié et signé, les Allemands continueront leur avance. Donc, le gouvernement français est pris vraiment dans une nasse et il sait que s'il ne signe pas l'armistice, aux conditions exigées par Hitler, les Allemands arriveront à Bordeaux et les feront prisonniers. Les magnétophones enregistrent tout. Les négociateurs entament une discussion sur l'article 5 qui concerne les avions militaires français. Je comprends bien que ces avions militaires français ne doivent plus être utilisés contre l'Allemagne. Mais livrer des avions pour des combattants, c'est aussi grave pour un combattant de l'armée de terre de livrer son épée. C'est une humiliation très grande qui leur serait infligée. Bon, elle n'est pas énorme, cette aviation. C'était déjà pas le point fort de l'armée française. Mais en plus, le général Villemain, qui n'était pas dans les militaires français le plus favorable à l'armistice, avait fait passer tous les avions en état de vol sur la côte d'Afrique du Nord. Même si nous donnons l'ordre aux équipages de livrer les avions, je crois qu'ils ne le feront pas. Ils détruiront leurs avions. Par conséquent, le gouvernement français propose que le mot « livraison » soit remplacé par « destruction ». Avant de transmettre ce vœu au maréchal Göring, quelles mesures ont été prises pour garantir que pendant que cette discussion continue, l'aviation française tout entière ou des pilotes individuels ne se rendent pas en territoire non français pour pouvoir continuer la lutte contre l'Allemagne? Je peux dire qu'aucun avion n'est déjà parti et ne partira pour un territoire comme ceux que vous venez d'indiquer. Les négociateurs français demandent et obtiennent la non-livraison des avions. Fort de ce premier succès, les plénipotentiaires s'attaquent à l'article 8 qui pose d'énormes problèmes. Les Français ne veulent surtout pas rapatrier leur puissante flotte militaire dans les ports de l'Atlantique, occupés par les Allemands,
et exposés aux bombardements britanniques. Si nous laissons nos bateaux, comme vous l'avez indiqué, dans les ports français de l'Atlantique ou de la Manche, il est très possible que l'aviation britannique vienne chercher à les détruire. Nous demandons donc, provisoirement, pendant que les hostilités existent avec l'Angleterre, à la mettre à l'abri. Le général Keitel, qui de temps en temps quitte la Réunion pour aller consulter Hitler en le disant, Keitel dit on pourra revoir la question des ports de stationnement de la flotte. Mais vous signez l'article 8 tel qu'il est. Le colonel général n'est pas d'accord, il n'accepte pas la proposition française, mais déclare qu'elle doit être réservée à la commission d'armistice pour le règlement des clauses d'exécution. À l'usage de Churchill, de Halifax, de Roosevelt, ça reste l'article 8. Pour les Anglais qui connaissent le contenu des clauses de la Convention d'armistice, c'est comme si les Français livraient leur flotte de combat aux Allemands. Ce 22 juin après-midi, les membres de la délégation continuent de parlementer avec le général Keitel et entament une discussion particulièrement sensible sur l'article 19. Le gouvernement français considère la clause de livraison de tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich comme contraire à l'honneur en raison de la pratique du droit d'asile. Il demande donc la suppression du deuxième alinéa du paragraphe 19. L'armée allemande considère des émigrés allemands comme les plus grands incitateurs à la guerre. Ce sont eux qui ont incité à la haine et qui ont trahi leur propre nation. C'est pourquoi nous insistons pour qu'ils soient livrés sur demande à l'Allemagne. Et là-dessus encore, Keitel, c'est-à-dire Hitler, consent à dire « Oula, mais ça vous inquiète ce truc, nous ne l'appliquerons que pour les incitateurs à la guerre. » Les sujets allemands qui n'ont pas incité nommément à la guerre, ceux-là sont tranquilles. La demande de livraison se limitera à cette catégorie spéciale de l'incitateur à la guerre de nationalité allemande, ressortissants allemands. À 99%, c'était des opposants résolus à Hitler et au régime nazi. Et effectivement, les Français vont remettre aux Allemands un certain nombre d'anti-nazis qui pensaient trouver refuge en France. Cette clause est le prélude à de futures arrestations et déportations. Dans l'immédiat, Pétain s'inquiète de l'étendue de l'occupation allemande sur le territoire. Le gouvernement Pétain veut se réinstaller à Paris, c'est sa demande, sa revendication immédiate, et d'ailleurs, ça figure dans les conditions d'armistice. Le gouvernement français peut se réinstaller à Paris sur simple demande. Paris, centre de tous les pouvoirs, est l'enjeu de cette nouvelle tentative de négociation. Le gouvernement demande à récupérer Paris non occupé par les Allemands, et les négociateurs ont une autre exigence. Le gouvernement français demande que la capitale soit reliée à la zone non occupée par une espèce de couloir pour lui permettre de communiquer avec les territoires non occupés. Le colonel général répète qu'il est impossible de donner en ce moment-ci un engagement ferme à ce sujet. La réponse est sans appel. La République peut se réinstaller à Paris, mais sous occupation allemande. Alors que les Allemands enregistrent ces négociations historiques, la délégation française aborde un dernier point crucial qui lui pose problème. Le fait de devoir d'abord signer les armistices avec l'Allemagne et l'Italie pour mettre un terme à l'avancée allemande qui menace le gouvernement réfugié à Bordeaux. L'imprévisibilité de Mussolini inquiète. J'ignore ce que l'Italie va demander. Vous le savez probablement.
Et moi, je ne le sais pas. Je tiens à vous dire qu'il y a certaines conditions qui peuvent vouloir être imposées par l'Italie et que nous n'accepterons pas, quoi qu'il arrive. Je n'ai aucun droit de donner des conseils à l'Italie ou d'attirer son attention sur l'un ou l'autre des points que vous venez de soulever. Le colonel général ajoute qu'il ne faut pas retarder les choses et qu'il faut procéder aussi rapidement que possible. Observation qu'il a déjà faite ce matin. Et moi, je veux avoir un papier. Bien. Pour des actes comme ceux-là, on ne signe pas simplement par téléphone. Je veux avoir un papier parce que le gouvernement français commande. Moi, j'obéis. Benzinger va considérer que la mission qui lui a été donnée n'est pas suffisante. Il demande un ordre écrit, de manière à ce qu'il soit couvert, parce qu'il ne veut pas de lui-même signer cet armistice. À la fin de la séance, peu avant 16h ce 22 juin, un télégramme d'Hitler est porté à la connaissance de la délégation. Les Allemands sont implacables, mais après les déconvenus, vient un peu d'espoir. Les instructions sont envoyées tout de suite pour que Bordeaux reste à l'écart des opérations militaires jusqu'au moment où les négociations sont soit conclues avec l'Italie ou rompues. Oui. Jusqu'à ce moment-là, il n'y aura pas d'opération militaire contre Bordeaux. Oui, le général avait dit ce matin, la région de Bordeaux, je vous demande de ne pas venir jusque devant la ville, pour ne pas créer de panique dans la ville. Oui, on en tiendra compte. À la fin de cet échange, Untiger doit entrer en contact avec le général Weygand à Bordeaux pour lui faire un rapport et attendre ses ordres. Les Allemands ont fixé un ultimatum. Le texte doit être signé au plus tard à 19h30. Keitel a fait savoir que il fallait signer, faute de quoi la France serait occupée entièrement. À 16h50, le général Untiger est mis en contact avec Bordeaux. Allô? Oui? Oui, mon général. Bon. Délégation française. Ordre est donné à la délégation française. Présidée par le général Untiger. Présidée par le général Untiger. De signer la convention De signer la convention d'armistice. d'armistice. Rendre compte de l'exécution. Rendre compte de l'exécution. Bien. Mon général, je vais faire le nécessaire et je rendrai compte. C'est ça. Bien. Merci, mon général. Au revoir. Au revoir, monsieur. Le 22 juin à 18h30, Untiger est de nouveau face à Keitel. Avant de signer l'armistice au nom du gouvernement français, ému, il s'adresse au général allemand. Vous savez, vous êtes un soldat, mon général. Je fais appel à vos sentiments de soldat pour comprendre que dans l'avenir, il faut que nous puissions ne pas nous repentir d'avoir fait le geste que je vais faire. C'est tout. Il est honorable pour un vainqueur d'honorer le vaincu. Pouvons-nous maintenant procéder à la signature? Je suis habitué à la plume, c'est parce À 18h36, le général Untiger signe l'armistice qui scelle le destin de la France. Avant de se quitter, le général Keitel tient à faire une déclaration personnelle au chef de la délégation française. Nous honorons ceux qui sont tombés pour la patrie des deux côtés. Vous avez courageusement et vaillamment et habilement défendu les intérêts de votre patrie. Je vous remercie, mon général. Je n'oublierai pas ce que vous venez de me dire. Je ne dirai pas plus parce que je ne peux pas. À 18h45, Untiger quitte le wagon. Il doit rendre compte de la signature au général Weygand à Bordeaux. C'est la dernière conversation que les Allemands enregistrent. Allô? Oui, mon général, c'est Untiger. Mais mon général, c'est fait. Oui, mon général. C'est fait. Je vous remercie encore de la façon dont vous l'avez fait. Merci, mon général. Alors, il est entendu que le commandement allemand va donner l'ordre, n'est-ce pas, d'épargner Bordeaux de toute façon, de façon à ne pas enlever au gouvernement sa liberté. Ils ne m'ont pas dit jusqu'où ils iraient,
Mais il m'a dit que la région bordelaise serait laissée en dehors de toute poussée. Bien. Voilà, merci bien. Merci. Au revoir, monsieur. Merci, mon Jean. Au revoir. Quand Unziger téléphone à Weygand, c'est un homme brisé, c'est clair. Il dit voilà, c'est fait. Et donc, on sent très bien le soulagement qui pointe chez Weygand, puisque la principale préoccupation de Pétain était, et du gouvernement de Bordeaux, était d'être maintenu en dehors de l'avance allemande. Mais ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer jusqu'au 25 à minuit. Mais rien n'est encore vraiment conclu pour l'instant, car il faut aussi signer l'armistice avec l'Italie pour mettre fin au combat. La délégation française décolle le 23 juin à 5h25 du matin, à bord d'un avion prêté par l'Allemagne. Les Français sont à Rome en fin de matinée. La négociation commence à 19h15 à la Villa Incisa, en dehors de Rome. Soulagement, les Italiens renoncent à la Savoie, aux colonies et à la flotte française. C'est quand même une petite satisfaction. Et à Bordeaux, on considère qu'on a sauvé l'essentiel, c'est-à-dire l'honneur. L'honneur est jugé sauf par Pétain. Le double armistice entre en vigueur à 0h35 le 25 juin 1940. Les clairons sonnent donc le cessez-le-feu 8 jours après l'appel du maréchal à cesser le combat. Et sur le territoire, l'armistice fige une situation dramatique. Les Allemands ont fait 1 800 000 prisonniers, et la moitié de ces prisonniers, à peu près la moitié, étaient faits pendant cette période dramatique durant laquelle les soldats français déposaient leurs armes parce qu'ils pensaient que la guerre était finie. Les prisonniers de guerre auraient pu être libérés à l'automne 40, mais non, ils vont être envoyés en Allemagne dans des stalags, dans des oflags, et ils vont servir pour les Allemands d'otages. C'est une manière également de jouer sur la popularité de Pétain. Tu veux être populaire, alors on augmente un petit peu les colis aux prisonniers, leur fréquence, le courrier, etc. Et puis tu nous refuses un truc, c'est les prisonniers qui trinquent. Ça va être comme ça pendant toute l'occupation. Et ce que ne sait pas encore Pétain, c'est qu'il va être finalement chassé de Bordeaux par Hitler. Les Allemands découpent la France en plusieurs zones. Au départ, il devait y avoir juste 2 zones, une zone occupée au nord, une zone non occupée au sud. Eh bien, les Allemands, pour des raisons stratégiques et militaires, vont ajouter de nouvelles zones. Le Nord-Pas-de-Calais, zone très stratégique par rapport à la Grande-Bretagne, est rattaché au gouvernement militaire de Bruxelles. Les Allemands vont instaurer le long du littoral français une zone dite interdite. Et puis, ils vont annexer l'Alsace et la Moselle pour mieux en exploiter les ressources. Ils vont créer une zone réservée à l'est où les Français qui avaient quitté cette zone ne pourront plus revenir au cours de l'été de l'automne 1940. La ligne de démarcation, cette nouvelle frontière qui sépare la France en 2 zones principales, est un formidable outil de chantage sur le régime de Pétain. Pour faire pression, il suffit aux Allemands d'ouvrir ou de refermer cette frontière en fonction de ce qu'ils veulent obtenir des Français. À cela s'ajoutent les frais d'occupation allemands. Les sommes qui sont demandées au gouvernement français pour l'entretien des troupes d'occupation allemandes, c'est une chose considérable. 400 millions de francs par jour d'indemnité d'occupation. C'est quasiment le budget de l'État. Pire, l'armistice signe l'entrée de la France dans la collaboration directe avec le régime nazi. Le traité d'armistice précise bien que l'administration française doit collaborer avec l'administration allemande pour maintenir l'ordre, pour éviter des situations de chaos et pour assurer les intérêts de la puissance occupante. L'armistice consommé, Hitler fait réduire en cendres tout le musée et les monuments de Rotonde. Le wagon dans lequel vient d'être signé l'armistice est acheminé à Berlin. Il sera détruit par la SS sur ordre d'Hitler quelques jours avant son suicide en avril 1945. En cette fin de mois de juin 1940, le Führer fait un retour triomphal en Allemagne. Quand Hitler revient à Berlin, c'est une marée humaine qui l'attend.
C'est sans doute pour ça que les Allemands ont voulu enregistrer. C'est pour se dire qu'ils allaient s'en servir plus tard pour mettre en majesté la victoire allemande sur l'armée française. En plus de cet armistice signé dans le même wagon qu'en 1918, Hitler fait un autre cadeau empoisonné à Pétain. Il lui fait faire une copie unique des enregistrements de la négociation de Rotonde. La preuve de la soumission historique de la France à l'Allemagne. Le son est gravé sur 45 disques de 78 tours, placés dans une boîte métallique. Ces archives, elles sont à elles seules une histoire dans l'histoire, puisque les Allemands les ont données aux Français. Ils n'ont pas donné d'ailleurs l'intégralité des enregistrements, mais uniquement une partie. Ces archives sonores ont donc été rapatriées à Vichy, où elles ont été mises dans les archives personnelles du maréchal Pétain. Les disques sont rangés précieusement parmi les archives secrètes de Pétain à l'hôtel du Parc pendant toute la durée de la guerre. Avec le débarquement allié, la libération à venir de la France et son départ vers le château de Sigmaringen en Allemagne, le chef de l'État prend ses dispositions. Ils ont décidé de cacher les archives les plus importantes. Ils en ont brûlé une partie, ils ont caché les autres. C'est ce qui a donné lieu aux fameuses malles Pétain et qui ont été confiées à différentes personnes pour les sauvegarder, généralement du personnel diplomatique des pays étrangers. Et ces archives sonores ont été données à un ambassadeur des pays amis, et cet ambassadeur des pays amis elle les a conservées sans jamais les restituer. Plus de 70 ans après la guerre, ces disques et les enregistrements qu'ils contiennent font surface en Allemagne. Ils sont à vendre, et celui qui les acquiert dans une vente publique pour quelques milliers d'euros est Bruno Ledoux, un collectionneur français. Ce qui m'a intrigué, c'est que c'était des disques en aluminium très lourds. Et donc je m'aperçois qu'il y a écrit donc, président du Conseil Radiodiffusion Nationale, et je me dis, ça c'est quand même un truc étonnant. J'écoute les premiers disques, et là j'entends les discussions, on entend les bruits, on entend le bruit des tables. Là, on est au cœur de l'histoire. Les enregistrements des négociations de l'armistice témoignent du drame dans lequel s'enferme la France à partir de juin 1940. Cette trace honteuse est sans doute l'explication de leur longue disparition. Après la guerre, on a mis un couvercle sur tout ça. Donc il y a des objets, pas énormément, mais il y a des objets qui ont été enfouis, cachés, parce que c'est un moment d'histoire qu'on a effacé. Ces enregistrements rejoignent les archives nationales pour être enfin versés au dossier Histoire de France. Ce qu'ils révèlent et donnent à entendre permet d'enrichir nos connaissances sur les terribles négociations de Rotonde. L'armistice de juin 1940 est l'acte fondateur du régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain, et sans doute l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine.